J'aimerais vous raconter une histoire. Le témoignage d'un homme qui s'appelle John Griffith. Je m'appelle John Griffith et je suis un gars des années 20, un gars des années folles. Je suis mariée à une femme merveilleuse et depuis peu, elle a fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Elle a fait de moi un papa. Mon fils s'appelle Greg. Avec ses yeux bleus, je suis sûre qu'il vous ferait fondre d'amour. Je ne pensais pas qu'il était possible d'aimer autant. Ma femme et moi, on a un rêve. On veut voyager. On veut aller dans les contrées les plus lointaines aux noms imprononçables. On veut faire découvrir le monde à notre fils. Alors, on travaille dur pour ça. On ne compte pas nos heures. On travaille vraiment très dur. Mais tout ça, c'était sans compter le crash boursier de 1930. La pire crise économique du XXe siècle, dit-on. J'ai tout perdu. Absolument tout. Comme des milliers d'Américains. Mais ma femme et moi, on n'a rien lâché. Alors, avec notre Ford modèle A, Greg, ma femme et moi, nous sommes partis dans l'Est, direction le Missouri. Et on s'est installé le long du fleuve Mississippi où j'ai retrouvé un nouveau travail. Opérateur de pont-levis du chemin de fer qui enjambe le fleuve. En fait, chaque jour, je suis chargée d'abaisser le pont lors du passage d'un train et de le soulever quand les bateaux passent. Rien de très passionnant, me direz-vous. Mais je travaille. Ma famille peut se nourrir. Ma famille peut vivre, c'est déjà ça. Les années ont passé. On est en 1937. Mon petit Greg, il a 8 ans maintenant. Vous le verriez, il est tellement plein de vie, je suis dingue de mon fils. Quand il n'est pas à l'école, j'emmène souvent Greg avec moi au travail. Il adore voir le manège des bateaux et des trains et cet énorme pont qui s'abaisse et soulève sous mes commandes. Alors aujourd'hui, après une matinée plutôt tranquille, on décide d'aller manger au bord du fleuve. Je soulève alors le pont pour laisser les navires passer et on descend tous les deux. Vous savez, quand on est tous les deux avec Greg, le temps s'arrête. On joue, on chahute, on s'amuse. Bref, je profite de mon fils. Il grandit si vite. Après avoir mangé, je regarde ma montre. Il est 13h07. Le train de Memphis est sur le point d'arriver. Dans mon travail, chaque minute est importante. Le temps est important. Alors, pour aller plus vite, j'ai demandé à Greg de rester sur le bord du fleuve, le temps pour moi de monter à la cabine pour abaisser le pont, pour laisser le train passer. En quelques secondes, j'y suis à ma cabine. Et puis, comme à mon habitude, je regarde à l'horizon pour être sûr qu'aucun bateau n'est là. Et c'est là que tout a basculé dans l'horreur. Mon fils, Greg est juste là. Il est à quelques mètres de moi. Mais il est coincé sous les énormes dents des vérins qui abaissent le pont. Sa jambe saigne. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il a dû vouloir me rejoindre. Mais il est coincé. Je l'entends qui crie, qui m'appelle, mais il ne peut plus bouger. Greg est coincé. Mon fils. J'ai l'impression que tous les bruits s'arrêtent autour de moi. Mon fils, mon unique fils. Je sens mon cœur battre de plus en plus fort. J'ai les mains moites. J'ai le souffle court. Greg, c'est mon fils. Il faut que je fasse quelque chose. Et alors que je m'apprête à le secourir, que je m'apprête à aller le chercher, un bruit terrifiant vient me sortir de cet état de torpeur. Un bruit qui me fait tressaillir. Le train de Memphis est sur le point d'arriver. En un très court instant, une journée de rêve se transforme en un véritable cauchemar. Je dois faire face au plus grand cas de conscience qui soit donné à un père de vivre. Et je n'ai que quelques secondes pour choisir. Laisser le pont
lever pour sauver mon fils et voir le train s'écraser avec des centaines de passagers innocents, des bébés, des enfants, des mères, des pères. Ou bien abaisser le pont en écrasant mon propre fils pour sauver tous ces gens. Les secondes semblent durer des heures. J'ai l'impression que mes entrailles se tordent de douleur. Une seule solution est possible. Je dois abaisser le pont où tous ces gens vont mourir. Mais je peux pas. C'est mon fils, je peux pas. Et puis, au son du sifflet du train, à la vue de la fumée, je comprends que le train est là. Alors, en proie à une douleur infinie, je capitule. Et j'appuie sur la manette. Le petit membre de mon fils tremble un instant, puis retombe sans vie. J'ai si mal. J'ai si mal. J'ai sacrifié mon fils, mon unique fils, pour sauver tous ces gens. Quand le train passe à mon niveau, je vois les passagers. Il y a des hommes d'affaires, des femmes qui discutent, des enfants qui jouent. Même un adolescent m'a salué de la main. Mais aucun d'eux n'a conscience de l'énorme sacrifice que je viens de faire pour épargner leur vie. J'ai sacrifié mon fils unique, pour leur sauver la vie. Alors, perdu dans la douleur, je me mets à hurler. Tu ne sais pas ce que j'ai fait pour toi. Tu ne sais pas ce que j'ai fait pour toi. Mais personne n'a entendu les cris de douleur de l'enfant, ni ceux désespérés de son père. Cette histoire, c'est le témoignage de John Griffith. Et sûrement qu'il vous serre le cœur et vous a fait monter les larmes. Mais j'ai une question à vous poser. D'après vous, qu'aurait fait John si dans ce train, il n'y avait pas des passagers innocents, mais des condamnés à mort? Qu'aurait fait ce père si dans ce train, il y avait des meurtriers, des violeurs, des harceleurs, des hommes violents remplis de méchanceté? Qu'aurait fait ce père si dans ce train, il y avait des harceleurs, des gens qui avaient insulté son fils, qui lui avaient craché dessus? Qu'aurait fait ce père si dans ce train, il y avait des gens qui, connaissant Greg, pouvaient proclamer haut et fort, il n'existe pas, cet enfant? Moi, je pense que ce père n'aurait pas abaissé ce pont. Il aurait sauvé son fils. Après tout, son fils est innocent. Eux étaient coupables. Mais il y a une histoire avec un grand H qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. Celle du père qui a donné son fils unique, non pas pour sauver une centaine de passagers innocents, mais pour sauver une humanité coupable, pour sauver une humanité condamnée à la mort éternelle. Vous connaissez tous le récit de la mort de Jésus. Alors pourquoi? Pourquoi nos cœurs ne vibrent-ils plus face à ce sacrifice? Finalement, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, ne sommes-nous pas comme tous ces passagers indifférents à ce qui vient de se passer? Pourtant, nous savons qu'un fils a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. C'est ainsi que le temps et l'habitude effacent les émotions. Et il en est de même en ce qui concerne le sacrifice de Jésus. Alors je vous ai posé une question avant de commencer. Pourquoi es-tu là ce matin? Es-tu venu comme un spectateur? Es-tu venu pour demander quelque chose à Dieu? Es-tu venu pour retrouver un camarade? Es-tu venu par habitude? Ou est-ce que tu vas réaliser que si tu es là, que si je suis là, c'est parce que Jésus a accepté de subir l'inacceptable en mourant sur le bois pour toi et pour moi? Est-ce que tu reconnaîtras que l'amour de Dieu est bien plus important que ce que nous avons besoin? Alors je vous laisserai avec un verset qu'on trouve dans Ésaïe. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.